Bon, alors allons-y. Après cette présentation, il y aura une période où est-ce qu'on pourra discuter ensemble de ce qui aurait été peut-être quelque chose qui vous aura intéressé dans ce qui aurait été présenté. Et puis après cette discussion, on pourra aborder alors les questions d'ordre peut-être plus de cuisine, là, savoir combien ça a coûté. Et puis, bon, tout de suite, je vous dis qu'on était à peu près 150 personnes pour faire le projet. Alors, oui, 150, oui, c'est ça. Bien, j'inclus les enfants, évidemment, là-dedans. Ils sont extrêmement importants. Donc, quand Gisèle dit, par exemple, que Michel a remporté les prix d'excellence, non. Nous avons remporté ces prix d'excellence. À chaque fois, je tiens à le souligner. Un travail comme ça ne peut pas se faire tout seul. La semaine dernière, j'étais à la Crépuc, à Sherbrooke, pour une conférence portant sur la collaboration qu'il y a lieu. Ça va, ça, oui. Sur la collaboration qu'il y a lieu d'avoir pour monter un tel projet, parce que seul ou même à 2 ou à 3, c'est presque impensable. Bon, allons-y. Alors, socio-constructivisme et formation à distance à la Faculté de philosophie, un modèle de formation applicable à toutes les disciplines, point d'interrogation. Petite histoire qui a été suggérée. Commençons là en 1987 avec les cours de philosophie pour les enfants qui ont commencé à ce moment-là. Et le premier cours a été introduit à la Faculté de philosophie à ce moment-là. L'idée, c'était, et c'est encore, quand on suit un cours comme celui-là, il y en a maintenant plusieurs, là, il y a des programmes de formation au complet, c'est d'apprendre à faire de la philosophie en communauté de recherche. Parce que l'expression communauté de recherche, je vais le voir, elle est extrêmement importante dans ce processus-là. Et le mot-clé, c'est le mot faire. C'est vraiment le mot-clé dans cela. L'idée, c'est vraiment, c'est une activité, la philosophie. Ce n'est pas simplement une étude contemplative où il ne se passe rien, c'est véritablement une activité. Une activité qui consiste évidemment à penser, dans un premier temps. Et penser, c'est un acte qui se passe, mais c'est aussi une activité qui consiste à réfléchir, aller plus loin que penser, réfléchir. Et dans le contexte d'une communauté de recherche philosophique, ça se fait par le biais du dialogue. Le dialogue est véritablement central. Un dialogue qui conduit ceux qui créent cette communauté de recherche à s'engager dans une enquête, dans une recherche, où ils seront appelés peu à peu à donner des critères, à donner des raisons qui semblent déterminantes pour ce qu'ils pensent, à aussi tenir compte des différentes situations particulières, des différences contextuelles, et à peu prendre le temps de se corriger eux-mêmes. Parce que quand on fait partie d'une communauté de recherche philosophique, le principe est simple, c'est on essaie de suivre les arguments là où ils nous mènent plutôt que d'essayer de faire suivre les arguments là où nous, on voudrait qu'ils arrivent. Alors, derrière cela, il y avait l'idée que comment on apprend à faire cela? Bien, pour autant où c'est un faire, pour autant où c'est un agir particulier, il n'y a rien de mieux que de l'apprendre en le faisant. Cette vieille idée là que, je ne sais pas si on devient forgeron en forgeant, alors c'est cette idée-là ici. Et de sorte que, quand vous suivez un cours de philosophie pour les enfants sur le campus de l'Université Laval, vous êtes invité à vivre pour vous-même, avec les autres, la création d'une communauté de recherche philosophique, comme vous pourrez éventuellement le faire avec les enfants. C'est donc une pédagogie par l'expérience. Ça ressemble à des séminaires, des cycles supérieurs qu'on connaît, là, au 2e, au 3e cycle, où est-ce que vous avez des gens qui sont engagés dans des discussions autour de sujets qui les préoccupent. Le rôle du prof dans ces conditions-là, c'est quelqu'un qui a comme souci de maintenir les rapports entre les différentes personnes, de s'assurer que les rapports seront de plus en plus riches, tant sur le plan cognitif que sur le plan social. Parce qu'il y a une dimension évidemment affective qui est en jeu dans une démarche comme celle-là, qui ne se réduit pas simplement à apprendre comment on peut organiser ses idées, tout simplement. Ça ne se limite pas néanmoins à cette idée des rapports. Il y a aussi un apport que le prof peut avoir. Il peut apporter des dimensions philosophiques en tant que telles, puisqu'il s'agit de pratiquer la philosophie, tant sous l'angle, bien sûr, des habiletés générales qu'on peut trouver en philosophie, que du contenu aussi qui est en jeu quand il s'agit de faire la philosophie. Quand on parle de contenu, bien, on parle de concepts qui ont tissé l'histoire de la philosophie depuis le début. Il devient donc un chercheur, lui aussi, avec les autres, engagés dans ce processus consistant à créer la communauté de recherche. Le savoir du même coup, dans un contexte comme celui-là, ce n'est pas quelque chose qui est définitif et qu'il s'agit de transmettre, c'est plutôt quelque chose qui est constamment en train de se construire, qui n'est jamais achevé.
Il n'y a pas vraiment de somme philosophique en philosophie. Ça n'existe pas. En fait, je n'en ai pas encore rencontré. J'espère qu'il n'y en aura pas non plus. C'est plutôt un lieu où on est amené à poser des questions qui nous amènent à des réponses, qui nous permettent d'entrevoir de nouvelles questions. S'il y a quelque chose qui est important dans une démarche comme celle-là, c'est davantage la question que la réponse. Une communauté de recherche, on voulait résumer cela, on pourrait dire, de façon toute simple, que c'est un lieu où un groupe de personnes sont engagées, sont impliquées activement dans une recherche, donc ils ont un intérêt commun. Ils partagent quelque chose qui leur est cher, par exemple un problème, par exemple éventuellement une solution. Mais c'est aussi un lieu, à cause de cela, où il y a de l'échange, évidemment, mais du respect entre les personnes, de l'écoute, de l'entraide, de la solidarité, parce qu'on est ensemble en train de chercher quelque chose, plutôt que l'un contre l'autre, comme on peut parfois le voir dans certains débats avant les élections. C'est aussi l'occasion de voir une diversité. Diversité de points de vue, diversité de voir le monde, diversité d'approche même, ou même diversité de façon d'apprendre les choses. On respecte, au contraire, loin d'être appauvri par la diversité, on en est enrichi dans une communauté de recherche. La confrontation, parce qu'il va en avoir, oui, elle est là, bien sûr. Tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde n'a pas à être d'accord dans un processus comme celui-là. Elle est quand même en lien avec une certaine forme de sollicitude ou certains diraient de pensée attentive, parce que la collaboration est importante dans un processus comme celui-là. Mais tout ça se combine à quand même la rigueur de l'argumentation que permet le développement de la pensée critique. Et à ça s'ajoute, bien sûr, puisqu'il s'agit de délibération, la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle la pensée créative, ou la création de nouvelles hypothèses, la découverte éventuellement de nouvelles solutions. Et la combinaison des trois réunis nous permet de penser que quand on engage les enfants ou les adultes, c'est du pareil au même, dans la création d'une communauté de recherche, on met en place la pratique d'une pensée que moi j'appelle et que d'autres appellent multidimensionnelle, ayant plusieurs dimensions, qui, lorsqu'on regarde ça au centre, là, nous permet d'espérer la formation d'un jugement un peu plus articulé. Le principe de fond derrière, c'est l'idée que par là, les enfants, comme les adultes, seront engagés à penser par et pour eux-mêmes. C'est le fond de la question. S'il y avait un élément à souligner, ce serait celui-là, mais avec les autres. Et que parce que c'est avec les autres, je le disais dans le petit texte de présentation, il ne s'agit surtout pas de voir cela comme étant une démarche qui consiste à dire « moi je pense, toi tu penses, et je me fous de ce que tu penses, puisque non ». Étant donné que ça s'apprend en étant confronté à la perspective que d'autres pourraient présenter, eh bien, le par soi-même et le pour soi-même n'est pas indépendant de la possibilité, éventuellement, qu'on change son point de vue, bien sûr. Et c'est pour ça que la faillibilité de l'être humain est aussi au cœur de cette démarche. Il n'y a personne là-dedans qui entre, ou en tout cas, qui en sort. Peut-être que quand on y entre, c'est pas tout à fait comme ça, mais quand on en sort, on n'a pas l'impression qu'on est infaillible. Au contraire, il y a de l'espace pour l'erreur, il y a de l'espace pour de la reconsidération de son propre point de vue, comme reconsidération aussi de la méthodologie qui est en jeu, de sorte que la valeur de fond, c'est l'autocorrection. La possibilité de se remettre en question, l'autocritique. Ça ne sert à rien de former des esprits critiques s'ils deviennent critiqueux, point à la ligne. Encore faut-il qu'ils prennent le temps de se regarder. C'est la faute de l'autre. Alors, 87, depuis 87, c'est ça qui se passe. Et puis, en 96, j'ai un doyen extraordinaire, je viens d'être engagé, n'est-ce pas, qui me dit, Michel, il y avait 30 étudiants dans tes classes, c'est une mesure exceptionnelle, à partir de demain, c'est 45. Est-ce que j'ai le choix? Non, je n'ai pas le choix. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'est dit, bon, OK, comment faire pour maintenir une pédagogie qui soit centrée sur l'idée qu'on va vivre l'expérience de la création d'une communauté de recherche plutôt que de se faire expliquer ce que c'est? Et là est venue l'idée de créer une activité d'observation qui, bien sûr, permettait d'augmenter le nombre d'étudiants. On est passé de 30 à 45 et même plus à un moment donné, mais de personnes qui étaient en train d'observer. Donc, il y a comme toujours le tiers du groupe qui observe les deux autres tiers en train de travailler, puis c'est en rotation. Au bout de, je ne sais pas, 1h30 à peu près, oups, le tiers prend la place de... Il y a toujours un tiers qui observe les deux autres tiers.
Au début, ben, ça avait des raisons strictement pécuniaires, hein, c'était économique comme... Mais là, avec le temps, on s'est rendu compte que observer d'autres en train de faire ce que nous, on va être appelés à faire, ou qu'on vient de faire, ben, ça permet de s'arrêter. Ça permet vraiment de prendre du recul, de voir que le processus lui-même, il est composé de plein d'éléments qu'on n'a peut-être pas toujours la possibilité de voir quand on est impliqué activement dedans. Ça permet aussi d'apprécier la qualité du processus parce que l'activité d'observation elle-même, on leur donne des mandats très précis à ces gens-là, et de nommer les composantes de ce processus-là. Mais en 2001, on s'est dit, ouais, tout ça c'est bien beau, n'empêche qu'il manque un élément important dans tout cela, c'est la possibilité d'observer des enfants. Parce que jusqu'à présent, tout ça se faisait entre adultes. Bon, j'avais quelques vidéos que j'ai enregistrées en cours de route, là, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous, là, ça bouge comme ça, de haut en bas, de gauche à droite, il n'y a pas de son, etc. Alors on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver une façon de... Et l'idée d'un cours, même télévisé, est venue, avec l'idée que par là, on aurait peut-être accès à des moyens qui nous permettraient d'avoir un enregistrement sonore un peu plus approprié que ce qu'on avait. Alors donc, en 2001, voilà qu'est apparue l'idée d'un cours télévisé. Un cours télévisé qui donnerait l'occasion de présenter les grands principes qui sont en jeu derrière cette idée de faire de la philosophie avec les enfants, mais aussi, évidemment, qui nous donnerait l'occasion de voir des enfants en train de vivre cette expérience-là. Parce que les adultes disaient, et le disent encore parfois, c'est bien beau tout ça, c'est extraordinaire ce qu'on vit entre nous, mais ça marche-tu vraiment avec les enfants? Alors, vous avez beau leur dire, oui, oui, vous savez, le fait d'en voir, il n'y a rien comme le concret pour que puisse, je ne dirais pas nécessairement convaincre, mais induire l'idée que ce n'est pas juste une idée de philosophe, mais que cela est vrai pour de vrai. Donc, montrer les enfants, on a mis sur pied une série documentaire, qui est maintenant sur DVD aussi, qui est diffusée sur Canal Savoir à raison de 5 fois par semaine, à 3 heures du matin, si jamais vous avez envie par moment. Et puis, qui est composé de 13 émissions où on voit des enfants en train de vivre la communauté de recherche, où on voit des profs en train aussi d'expliquer ou de traduire ou de commenter ou de témoigner de leur expérience, de ce que c'est vivre une communauté de recherche. On voit des experts, on entend des experts parler de la chose, donc expliquer un peu mieux les principes qui sont en dessous, et d'enfants aussi en train de dire ce qu'ils ont eu comme expérience à vivre ces communautés de recherche, 3 groupes d'enfants de 5 ans à peu près jusqu'à 12 ans. Mais rapidement, on s'est dit que ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que quand on met sur pied un cours télévisé, le hic, du moins comme moi je l'ai compris, c'est que si on s'en tient uniquement à cela, rapidement on peut tomber dans un modèle d'enseignement qui est, que j'ai appelé là, assez standard d'une pratique classique. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce modèle standard d'une pratique classique? C'est d'abord et avant tout l'idée que l'éducation, c'est la transmission d'un savoir. On transmet quelque chose que nous, on sait à du monde qui ne le savent pas. Alors que dans une communauté de recherche, comme je viens d'en parler depuis le début, l'idée, c'est que l'éducation, ce n'est pas une transmission du savoir. L'éducation, ça veut dire voir des gens participer, des étudiants dans ce cas-ci, à la création d'une communauté de recherche. Et on attend d'eux, comme c'est indiqué là, par là, ils développent une meilleure intelligence du monde et un jugement un peu plus personnel et raffiné. Un modèle standard d'une pratique classique, c'est aussi l'idée qu'un prof, dans ces conditions-là, c'est quelqu'un qui a une position d'autorité, qui se montre assez infaillible, qui connaît les choses, puis qui va vous les transmettre au point où on est évalué sur la clarté de ce qu'on a présenté. Et alors que dans un modèle de pratique réflexive, le prof n'a plus de la position d'autorité infaillible, où est-ce qu'il sait tout, puis qu'il ne peut pas se tromper et tout. Il est un co-chercheur avec les autres, donc son mandat, ce n'est pas de transmettre aux autres ce qu'ils doivent savoir, mais de chercher. Et quand on cherche, parfois, évidemment, on peut se tromper. Et puis, dans un modèle standard aussi, comme ça aurait pu être le cas si on avait réduit le tout uniquement à un cours télévisé, bien, apprendre, ça voudrait dire alors acquérir une somme de savoir, maximum, là. Et puis, plus on en saura, plus on sera éduqué, alors que dans un modèle réflexif d'une pensée critique, apprendre, ça veut dire penser avec les autres.
Ça veut dire développer son jugement. Ça veut dire être capable d'entrer en interaction avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté le contenu, non, mais il sert à autre chose que simplement mesurer si on a appris quelque chose ou pas. Grosso modo, donc, si on essaie de résumer, dans un modèle standard d'une pratique classique, vous avez d'un côté le prof avec son savoir, vous avez de l'autre un étudiant, puis entre les deux, il y a une relation qui consiste à passer le savoir de l'un jusqu'à l'autre, puis en retour, l'autre, éventuellement, viendra remettre le savoir qu'il a acquis à l'autre par le biais d'un examen. Je caricature, mais presque pas. Alors que, bon, puis à quoi ça ressemble, grosso modo? Ça ressemble un peu à ce qu'on vit en ce moment-là. Quelqu'un qui donne une conférence, du monde qui ont comme mandat de se taire pendant que la conférence se fait. Et, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que l'étudiant, c'est d'abord et avant tout celui qui écoute. Point. Et puis, il va réussir pour autant où il aura emmagasiné le maximum d'informations, en espérant le moins de temps possible. Dans le modèle d'une pratique critique, ce n'est pas tout à fait ça qui est en jeu. D'abord, ce n'est pas un prof en face d'un étudiant. Remarquez que dans l'autre cas, on peut avoir 150 étudiants dans une classe, mais c'est comme s'il y avait ou 1500 téléspectateurs devant un cours télévisé, mais c'est comme si c'était une personne, au fond, qui était en jeu. Alors que dans un modèle comme celui-ci, c'est plusieurs personnes qui interagissent. Le savoir se construit entre tous les gens et non pas uniquement transmis de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc, les petites flèches que vous avez devant vous, entre les étudiants, c'est important. Entre le prof, le savoir, c'est le résultat de tout cela. Les modèles qu'on connaît, c'est les séminaires, deuxième et troisième cycle, rarement au premier, malheureusement. Mais les séminaires, donc, où il y a beaucoup de discussions, où on voit des étudiants avec un grand S, plusieurs, dont le mandat, c'est d'écouter, mais aussi de parler. Ils ont de l'espace pour la parole, pour penser avec d'autres, pour dire ce qu'ils comprennent de ce qu'il y a à comprendre, ou pour dire ce qu'ils ne comprennent pas et que d'autres pourraient éventuellement les aider à comprendre. La réussite dans ce contexte-là, elle est mesurée sur la capacité d'utiliser de manière appropriée les connaissances qu'ils peuvent développer ou construire dans ce contexte-là. C'est la capacité de juger par eux-mêmes, de justifier ce qu'ils disent, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. C'est la capacité aussi d'entrer en interaction avec d'autres, de communiquer donc ce qu'ils ont à dire. C'est la capacité de tenir compte du point de vue d'autrui, tout autant que du sien. Mais c'est aussi, je le répète, c'est tellement important, la capacité de revenir sur ses propres positions pour les corriger éventuellement parce qu'ils ont été mis au défi d'être rencontrés, de faire la rencontre avec d'autres points de vue. Alors, oui, un cours sur l'observation, ça nous apparaissait pertinent, tout à fait, dans un contexte où est-ce qu'on avait une série télévisée qui mettait en évidence les principes et tout. Mais on s'est dit, à cela, si on veut conserver l'essentiel de la pédagogie qui est en jeu lorsqu'on crée une communauté de recherche, il faut ajouter à cette série documentaire des activités en ligne qui vont nous permettre de, au moins, peut-être pas l'ensemble de la pédagogie qui est en jeu dans une communauté de recherche, mais au moins les traits majeurs. Alors, on a créé ce qu'on a appelé l'Observatoire virtuel collaboratif, qui est vous allez le voir là, un petit peu plus loin, mais le nom OVC est devenu, non pas une marque de commerce, mais une façon simple de retenir les choses. Peut-être qu'un jour, on va appeler ça OVCT plutôt que WebCT. On va appeler ça, enfin. Il y a des rêves comme ça dans la vie. Mais c'est plus que ça, l'OVC, en fait. Parce que oui, ça permet de conserver l'essentiel de la pédagogie, mais il faut que je souligne le fait qu'au moment où on a créé l'OVC pour venir se combiner à la série documentaire, on l'a fait grâce à une subvention qu'on a eue du RVE, du Réseau de valorisation de l'enseignement pour les gens qui ne sont pas au courant. Et le Réseau de valorisation de l'enseignement, à ce moment-là, nous disait, dans le cadre des propositions pour les subventions, oui, vous pouvez très bien faire quelque chose qui va ressembler à un petit logiciel qui permettra de conserver l'essentiel de la pédagogie de la communauté de recherche. Du moins, nous, c'est ce qu'on disait. On voulait s'assurer que ça s'adressait à des étudiants qui débutent aussi, que ce soit quelque chose, là, pas pour l'expert nécessairement, mais en même temps, on voulait aussi s'assurer que ça puisse servir à des gens qui sont plus avancés. Donc, pas uniquement des étudiants qui commencent, mais des gens qui sont plus avancés. Mais là où le RVE nous a vraiment poussé dans les reins, c'est qu'il disait, il faut que ça soit exportable, votre affaire.
Si vous faites ça juste pour vous-même, là, on n'est pas sûr que vous allez répondre à tous les critères. Alors, ce caractère exportable m'apparaissait extrêmement important pour nous, du même coup, ne serait-ce que parce que ça nous permettait peut-être d'avoir la subvention, mais aussi, quand on y songeait un peu, on se disait, c'est vrai que si on réussit grâce à l'élaboration d'un petit logiciel qui nous permettrait éventuellement bien, si on réussit à faire que ça puisse être transféré dans l'enseignement de d'autres disciplines, pourquoi pas? Donc, l'idée, c'était de créer une coquille vide, sur le plan structurel, qui permettrait de transférer le tout à l'enseignement des autres disciplines, en tout cas, au moins à l'enseignement des disciplines où l'observation joue un rôle extrêmement important. Et c'est ce qu'on a fait, on a créé l'Observatoire virtuel collaboratif. À quoi ça ressemble? Imaginez-vous un petit pavillon virtuel. Puis quand on regarde le coût, là, c'est pas mal moins cher que le gène marchand en termes de coût de construction. Je suis convaincu. Il n'y a pas de pavillon Hydro-Québec dedans, il n'y a pas de locaux Hydro-Québec dedans, il n'y a pas de... Mais c'est constitué d'un certain nombre de locaux. Vous avez l'accueil, l'observatoire, la bibliothèque, le secrétariat, la vidéothèque, l'agora. Ce sont tous des locaux dans lesquels l'étudiant peut aller pour éventuellement réaliser l'ensemble des activités d'apprentissage qui se trouvent dans ce petit pavillon virtuel qui a pour l'instant 2 étages et seulement 6 locaux, mais on ne sait pas. On est faculté de philosophie, on est dans une tour, on ne sait pas. Peut-être qu'on peut mettre un 3e étage, ou enfin, peu importe. Allons voir l'accueil. L'accueil, bien, vous vous retrouvez avec, quand vous entrez dans ce site, ce que vous avez, c'est un mot de bienvenue qui donne une idée aux étudiants de ce qu'ils ont à faire durant le module dans lequel ils se trouvent. Il y a une quinzaine de modules pour l'ensemble de la session. Ici, on est au module 2, le petit chiffre en gras, mais l'exemple est tiré du module 0, le module 0 étant le module dans lequel on arrive quand le cours n'est même pas encore commencé. Alors, vous avez un mot de bienvenue, donc. Vous avez aussi une feuille de route qui explique aux étudiants, étape par étape, ce qu'ils auront à faire durant ce module, toutes les activités qui sont en jeu, un message du tuteur, et puis la réserve dans laquelle vous avez une série de textes qui peuvent servir pour l'ensemble de la session, un peu des textes d'appoint, là, comme par exemple le guide d'études, le recueil de textes dans son ensemble, etc. Alors ça, c'était l'accueil. Allons voir l'observatoire lui-même, qui est vraiment le lieu où se passe l'essentiel des activités d'apprentissage, où là, vous avez la possibilité d'observer, dans ce cas-ci, des enfants en train de faire la philosophie, mais ça pourrait être autre chose. Là, il est plein de philo pour enfants, mais il pourrait être plein d'autres choses. Vous avez les petits rapports qui sont à produire à chaque semaine. Dans ce cas-ci, là, c'est un rapport comparatif initial. Je vais en parler un peu plus tard de ce qui est en jeu derrière cela, mais disons globalement, pour une première présentation, que l'observatoire, le local qu'est l'observatoire, c'est le lieu des activités d'apprentissage. Si on va, voilà, c'est un lieu où on peut apprendre à observer, bien sûr, à commenter aussi, parce que chacune des séquences qui est à observer peut être commentée par les étudiants. Et, comme on va le voir, ces commentaires-là sont publics. Donc, à chaque fois que vous écrivez et que vous pesez sur « Enregistrer », ça devient public pour tout le monde qui suit ce cours. C'est un lieu de publication, on pourrait dire l'OVC. On apprend très tôt à voir l'importance de publier quand on suit un cours comme celui-là. Ah, et c'est un lieu, évidemment, aussi pour lire le commentaire. Alors, allons voir un autre local qui est la bibliothèque, parce que quand on est invité à s'engager dans des activités d'apprentissage qui sont en jeu dans l'observatoire, bien, il n'est pas dit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que les gens sont nécessairement au courant de tout ce qui est en jeu derrière cette pratique-là. De fait, c'est une des façons de les introduire à la pratique. Alors, pour les introduire à la pratique, bien, les éléments qu'ils ont à observer à chaque semaine dans les différentes séquences, ils ne sont pas nécessairement au courant de ces éléments-là. Alors, chacun de ces éléments-là est toujours présent dans la bibliothèque. Et si vous ne savez pas trop ce que veut dire, par exemple, donner un contre-exemple ou formuler une hypothèse ou utiliser les outils de la communauté de recherche, bien, en allant dans la bibliothèque en lien avec le module dans lequel vous êtes, vous avez un texte pour chacun des éléments qui vient expliquer, exemplifier, etc., etc., etc. Donc, qui vous fournit la théorie, qui vous donne les définitions des éléments, les uns après les autres, qui vous donne aussi des références. Vous avez dans la bibliothèque l'ensemble des références que vous pourriez imaginer, une bibliographie détaillée, autrement dit, et des liens Internet, éventuellement, pour inviter les étudiants à aller vers d'autres... Enfin, c'est possible de faire cela.
Et puis les commentaires des étudiants aussi, parce que chacun des textes qui est présent dans la bibliothèque peut être commenté par les étudiants au point que quelqu'un pourrait dire, bien, ça n'a comme pas de bon sens ce qui est écrit ici, pour telle et telle et telle et telle et telle raison. Si on va dans le secrétariat maintenant, ce qu'on trouve, c'est le profil personnel de l'étudiant. Bon, le nom, le prénom et tout ça, et la possibilité, on l'espère, je le souhaite prochainement, qu'à ce profil personnel s'ajoutent bien d'autres informations, notamment la photo, etc., pour que les gens entrent en contact d'une manière un peu plus personnelle que ce qui est le cas actuellement. Remarquez qu'on est à la version 2.4 de l'OVC. Ça a commencé à la version 0.3, 0.4, et puis 0.9. Puis des fois, ça va vite, parce qu'en décembre, on était à 0.9. On est rendu à 2.4. Alors, je n'ai pas eu le temps de savoir si les pentes de ski étaient vraiment, vraiment glissantes cet hiver. Alors, profil personnel, mais aussi les résultats qu'ils peuvent obtenir durant la session de chacun de leurs rapports qu'ils ont produits durant la session. Les remarques du tuteur aussi, parce que le tuteur a un rôle extrêmement important à jouer dans ce processus-là, mais j'y reviendrai parce que c'est comme une introduction générale à ces éléments-là. Enfin, la vidéothèque, c'est un autre, au deuxième étage, un autre local, où là, ce que vous avez dans la vidéothèque, au fond, c'est un peu le moteur de recherche de tout ce qui se passe là. C'est-à-dire que si, durant la session, on leur demande aux étudiants d'observer à peu près une vingtaine de séquences, en fait, derrière ces 20 séquences-là, il y en a beaucoup plus que ça. On en totalise à peu près 140, je pense, oui, qui ont été analysées, là, seconde par seconde, pour voir. Et puis, c'est l'occasion pour les étudiants, si ils n'ont pas eu la possibilité de comprendre ce qu'il y avait à comprendre par le biais des textes dans la bibliothèque, ou par le biais des commentaires que d'autres étudiants ont pu faire, ou par le biais d'eux, ils peuvent toujours aller dans la vidéothèque et taper sous un des éléments qui est là, l'élément, par exemple, de donner des exemples. Et ils font la commande recherche, et là, ils vont trouver une série de séquences qui contiennent cet élément-là, donner des exemples, et qui vont pouvoir observer directement dans la vidéothèque. Ce ne sont pas donc des séquences qui leur sont imposées, mais plutôt la possibilité d'aller chercher des exemples de ce qu'on leur demande d'observer éventuellement durant la session. Il y a à peu près 120 éléments qu'on a répertoriés, là, allant de donner des exemples à formuler des hypothèses, à découvrir une analogie, à formuler une métaphore, etc., etc. Toutes des activités ou des composantes d'une communauté de recherche et évidemment de gens qui sont engagés dans ce processus-là. Je répète que ici, ce sont des enfants en train de faire le philo. Là, ce sont des éléments qui touchent cette pratique-là. Imaginez que ce ne sont pas des enfants en train de faire le philo, ni ces éléments-là, mais d'autres. C'est plein de philo pour enfants, mais je pense que ça pourrait être plein de bien d'autres choses. Et puis finalement, l'Agora, qui est le lieu où, lorsque vous avez commenté tel texte qui se trouve dans la bibliothèque, ou telle justification de l'un de vos pairs, parce que vous pouvez commenter toutes les justifications que chacune des personnes va faire, ou que vous avez commenté les séquences vues, bien, quand vous les commentez, tout ça s'est réuni dans l'Agora et vous pouvez avoir accès à l'ensemble des commentaires de chaque étudiant qui a commenté cela. Et vous pouvez même aussi faire un autre commentaire sur ce commentaire dans l'Agora directement. Mais l'Agora, c'est comme le lieu où on ramasse tout ce que les étudiants ont pu dire à titre de commentaire. Pas à titre de justification, vous allez comprendre tout à l'heure la différence, mais à titre de commentaire, et on peut commenter ces commentaires-là à partir de l'Agora. Regardons un peu plus près les activités d'apprentissage, parce que je pense que là, c'est le cœur, c'est le nerf de ce qui est en jeu ici. Dans l'observatoire, ce que vous avez, on l'a vu, c'est la possibilité d'observer une séquence, de l'arrêter, de la reculer, vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour observer une séquence qui dure 4, 5, 6 minutes. D'ailleurs, les commentaires qu'on a des étudiants, c'est qu'ils prennent parfois jusqu'à 4, 5 ou 6, ils s'y prennent à 4 ou 5 ou 6 reprises avant de dire « OK, là, je pense que j'ai pas mal vu la séquence ». C'est pour ça que quand on a 2, 3 ou 4 séquences par semaine de 5 ou 6 minutes, c'est déjà pas mal. OK? Alors, ils observent ces séquences, et puis là, ce qu'on leur demande, au fond, c'est de produire un rapport d'observation. Rapport d'observation dont le mandat, ça va dépendre du type de rapport, c'est de soit identifier si certains éléments sont ou non présents dans la séquence, ou de juger de laquelle des séquences qui est présente est la plus représentative d'un élément qu'on leur propose. Alors, allons voir un exemple
un rapport initial. Un rapport initial, c'est ce qu'ils vont éventuellement trouver durant la session, là. On leur demande, bon, voilà les éléments, clarifier, entraide, méthodologie. Voilà les 3 éléments qu'ils ont à observer dans les séquences B20 et C04. Ces 2 séquences-là, B pour les enfants du 2e cycle, C pour les enfants du 3e cycle, c'est comme ça qu'on les a appelés. Alors, ils ont ces 3 éléments-là à observer. Et la question qui leur est posée, c'est est-ce que vous croyez que ces éléments-là sont ou non présents dans les séquences que vous avez devant vous? Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils veulent, ils peuvent, en cliquant sur Clarifier, aller tout de suite dans la bibliothèque pour avoir une idée du texte qui est en jeu, de ce que ça peut vouloir dire clarifier ou de ce que peut vouloir dire faire preuve d'entraide dans une communauté de recherche. Et puis, en écoutant la séquence qui était là, en écoutant cette séquence-là, eh bien, ils peuvent se dire à un moment donné, oui, bien sûr, regarde, à tel moment, dans la séquence B20, l'élément clarifié est là. Et là, ce qu'il doit faire, c'est non seulement juger de la présence ou pas de cette séquence, de cet élément dans cette séquence, mais justifier pourquoi il pense que c'est présent. Parce que simplement dire, oui, c'est là, c'est une chose, mais de dire pourquoi, avec la définition des éléments et tout. Et ainsi de suite pour l'ensemble des éléments et l'ensemble des séquences qui se trouvent là. Puis, s'ils ont besoin d'aide, si les textes dans la bibliothèque ne suffisent pas, si la vidéothèque n'a pas suffi à titre de moteur de recherche pour trouver des exemples d'autres séquences qui contiendraient ces éléments-là, ils peuvent toujours aussi faire une recherche de justification, c'est-à-dire aller voir ce que leurs pairs ont pu penser de ces séquences-là. Alors, ils font une recherche en allant voir pour le rapport initial, pour tel module, et puis au résultat, ce que vous avez, c'est à peu près ça. Ici, vous voyez, là, c'est pour de vrai, le 9 février 2006, il y a 134 justifications qui ont été publiées par les 50 étudiants qui suivent le cours, en disant, par exemple, Annie, dans son rapport initial qui est soumis le 9 février, pour l'élément raison, là, elle pense que c'est présent dans la séquence A31. Elle l'a publié à tel moment, et voici sa justification, et ainsi de suite. Donc, on peut s'appuyer sur ce que les autres ont dit pour pouvoir s'aider soi-même à réaliser la justification que l'on doit faire dans le rapport initial. C'est déjà en soi un effort de co-construction, je dirais. Mais là où ça devient, je pense, un peu plus intéressant, c'est que à ce rapport initial est connecté un rapport révisé. Et le rapport révisé, c'est la semaine suivante. Au module suivant, qu'est-ce qui se passe? Elle entre, cette personne, dans l'observatoire et elle voit les mêmes éléments que la semaine précédente, c'est-à-dire clarifier, entraide, méthodologie. Les mêmes séquences, mais là, ce qu'elle a devant elle, c'est le pourcentage de gens qui se sont prononcés concernant la présence ou non de cet élément-là dans la séquence X, Y ou Z. Ici, par exemple, là, c'est 56 % des gens qui se sont prononcés. Puisqu'il y a 56 % des gens qui pensent que c'est présent et qu'elle aussi, elle pense que c'est présent, d'une certaine manière, elle n'a rien à faire. Mais ici, elle s'est prononcée à l'effet que la séquence C04 contient l'élément entraide, mais il y a seulement 22 % des gens qui pensent que cet élément-là est présent. Elle est obligée, cette personne alors, de revisiter son jugement, de même que sa justification. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve en fait en dehors de ce que la majorité des gens pensent dans ce cours. Revisiter, ça ne veut pas dire changer d'idée. Ça veut juste dire prendre le temps d'aller voir à nouveau ce que les autres ont pu dire, et puis éventuellement dire « je maintiens quand même mon idée », à l'effet que l'élément entraide est présent dans la séquence C04, malgré le fait que telle ou telle autre personne ont pu dire ceci, moi je maintiens, ou je change. Je dirais, ajoutons le fait que même quand elle est dans la majorité, elle peut aussi changer d'idée. C'est-à-dire, elle peut décider que, moi j'étais dans la majorité, comme les autres, je pensais que c'était présent, mais dans mon rapport révisé, là, j'ai lu les justifications de tout le monde, puis, ou enfin, peut-être pas tout le monde, une bonne partie, puis je me rends compte que, non, ils sont dans le champ, ce monde-là. Vraiment, j'étais dans le champ aussi. Alors, elle peut changer son point de vue, décocher, mais toujours, elle devra justifier à nouveau. Et évidemment, là aussi, elle a accès, elle doit même avoir accès aux justifications des autres, puisque dans son rapport révisé, la personne doit non seulement
revoir ces justifications, mais l'appuyer de ce que d'autres ont pu dire dans leur propre justification, si bien que, en passant par la recherche de justification, mais cette fois-ci pour le rapport révisé, elle pourra voir ce que d'autres ont pu dire et l'intégrer dans sa propre justification. Une autre activité qui est présente, puis j'oubliais aussi, c'est que là comme ailleurs, vous êtes en train de lire les justifications des autres personnes, vous décidez que vous voulez ajouter un commentaire pour commenter la justification d'un de vos pairs, vous pouvez le faire là aussi. Alors, vous cliquez sur « Ajouter un commentaire » et là, vous pouvez commenter la justification d'une personne qui suit le cours. Et ce commentaire se retrouvera dans l'Agora parmi l'ensemble des commentaires émis. Alors, un autre type d'activité, je ne vous les présenterai pas toutes parce qu'il y en a plusieurs, mais au moins pour vous donner une idée, c'est le rapport comparatif initial. On a vu tout à l'heure qu'on avait un rapport initial et un rapport révisé. Le rapport comparatif initial, il a ceci de particulier qu'au lieu de demander aux gens « Est-ce que vous croyez que tel ou tel élément est présent dans telle ou telle séquence ?» on leur pose la question « Quelle est, d'après vous, des deux séquences, celle qui est la plus représentative de cet élément-là? » Bon, alors il s'agit de comparer. Le jugement ne porte plus sur la présence ou l'absence, mais c'est plutôt un jugement préférentiel sur laquelle des deux séquences vous préférez, étant donné l'élément qui est en jeu, avec toujours la même idée que vous devrez justifier votre point de vue, c'est-à-dire non seulement donner une définition qui semble riche de cet élément-là, mais expliquer en quoi telle séquence contient cet élément-là et est plus représentative que l'autre. Même chose, le module suivant, vous vous retrouvez avec un rapport comparatif, cette fois-ci révisé, où là, avec les mêmes séquences et le même élément, on vous dit, il y a 80% des gens qui pensent que c'est cet élément-là, que c'est cette séquence-là qui est la plus représentative de l'élément, et il y a 20% qui pensent que c'est l'autre. Vous êtes dans les 80%, vous pouvez tout simplement soumettre votre rapport, et c'en est fini pour ce rapport comparatif révisé. Vous pouvez aussi décider, évidemment, de le revoir si ça vous tente, mais si vous êtes dans le 20%, nécessairement, vous êtes obligé de revoir votre jugement. Peut-être pas dans l'optique où vous allez le changer, vous pouvez le maintenir, mais vous devrez nécessairement le revoir. Le rectangle bleu, c'est le symbole dans l'OVC de la nécessité de l'auto-correction, avec la possibilité que l'autocorrection ne mène pas éventuellement, en tout cas au moins une révision, avec possibilité de correction. Et puis, une autre activité, c'est le journal de bord, qui, lui, a ceci de particulier que de semaine en semaine, de module en module, on demande aux personnes de prendre le temps de se regarder aller. C'est comme une étape métacognitive dans le processus, là, où est-ce que constamment vous êtes invité à observer votre manière même de faire les choses. Puis c'est l'occasion de répondre. Quelqu'un peut répondre, voici. Hein? Et dès l'instant que vous faites enregistrer ou soumettre, ça devient public pour tous les autres qui suivent le cours. De la même manière, si vous voulez aller voir ce que tous les autres ont pu dire par rapport à ces journaux de bord, vous passez par la recherche de justification, puisque tout ce que vous écrivez à ce niveau est considéré comme une justification. Et là, bien, vous faites une recherche par journal de bord, par module, selon le module dans lequel vous vous trouvez, et vous pouvez lire ce que les autres ont pu dire, vous en inspirer éventuellement pour écrire votre propre journal de bord. Alors, avons-nous là un modèle? C'est peut-être un peu la question qui est en jeu. C'est-à-dire quelque chose dont on peut s'inspirer pour éventuellement faire autre chose. Bien, regardons-le dans sa structure la plus, je dirais, épurée. Grosso modo, l'OVC, c'est basé sur l'idée que dans un module, vous avez un rapport à faire, qu'on pourrait appeler initial, où vous êtes invité à prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments théoriques qui vont vous donner de la matière pour fournir des critères ou jugements éventuellement que vous devrez produire. Cette matière théorique, elle vient de la bibliothèque, dans laquelle on trouve tous les textes qui sont éventuellement fournis. Mais vous devrez aussi tenir compte d'un contexte particulier, qui est celui de cette pratique que vous êtes en train d'observer. Et puis qu'on peut trouver dans l'observatoire. Et ce que vous êtes amené à faire, c'est à juger de la rencontre de cette théorie et de cette pratique. Le jugement étant comme à l'intersection des deux. Mais dans une perspective où l'autocorrection est cruciale, où vous êtes invité à revoir, ne serait-ce que parce que vous avez pris le temps d'aller voir les justifications de vos pairs,
qu'on trouve dans l'Observatoire. Qu'est-ce que les autres pensent de cela? Et puis le commentaire aussi que chacun peut faire sur les séquences et les textes qui se trouvent dans la bibliothèque et qu'on retrouve globalement dans l'Agora. Mais cette première étape, dans le premier module, disons le rapport initial, l'autocorrection est présente. On voit, parce que là on a l'expérience, ça fait depuis 2004 que c'est en route, là, on voit que les étudiants prennent le temps d'aller voir et puis de tenir compte de ce que les autres vont dire dans un rapport initial, mais je le mettrais en ombragé un peu. C'est pas tellement, ça joue un peu, mais pas tant que cela. Le journal, lui, qui est une autre activité fondamentale, nous donne l'occasion d'avoir un regard lucide sur l'ensemble du processus que vous avez réalisé durant ce module. Là où il y a comme une interaction, c'est au moment où on fait intervenir un second module, où là, ce second module, avec le rapport révisé qui est en lien avec le rapport initial, que ce rapport initial soit un rapport initial ou un rapport comparatif initial ou d'autres formes de rapports, parce que je ne les présente pas tous là, ici, cet après-midi, bien là, avec le rapport révisé, l'autocorrection devient centrale. Les étudiants sont invités à revenir sur leur position, à considérer ce qu'ils ont dit, ce que d'autres ont pu dire, selon qu'ils sont ou non dans la majorité de ce que les gens ont pu avoir comme jugement concernant la présence ou non d'un élément dans une séquence. Il y a véritablement à ce moment-là co-construction parce qu'il y a interaction. Ah, un tel a dit ça, mais je pense que je vais revoir ma position. Et puis, revoyant ma position, quelqu'un d'autre dit, ah, ben moi, j'ai vu qu'il avait remis en question sa position. Je remets moi aussi en question, bon, etc. Mais aussi les commentaires du tuteur. Parce que le tuteur est toujours présent. Évidemment, son mandat, ce n'est pas de dire aux étudiants, vous avez trouvé la bonne réponse. On tomberait dans le panneau à nouveau de la transmission du savoir, point à la ligne. Puisque le tuteur le sait, pourquoi chercher? Alors, l'idée, c'est de chercher ensemble. Hein? Et puis, le tuteur ne le sait pas en passant, en plus. Alors, il y a une bonne idée, mais son mandat, ce n'est pas de savoir si son idée va passer. Son mandat, c'est de s'assurer que la construction, la co-construction, que l'organisation des idées, que l'argumentation sera bien faite. Et c'est là où le tuteur intervient pour commenter les justifications, non pas sous l'angle des jugements qui sont prononcés, mais des justifications qui sont apportées. Voilà, en conclusion, quelques petits présupposés derrière. Évidemment, si vous souhaitez éventuellement, possiblement, peut-être, utiliser une telle démarche dans votre discipline en particulier. Premier présupposé, l'observation est un point de départ capital dans toute démarche visant une certaine explication. Et ça, je le tiens d'un linguiste français, Gustave Guillaume, qui disait « On explique selon qu'on a su comprendre et on comprend selon qu'on a su observer. » Donc, l'observation semble être un point de départ. Deuxième présupposé, le savoir n'est pas quelque chose de certain, d'absolu, d'incontournable, etc. La question est aussi extrêmement importante. La question qui révèle non pas ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas. Troisième présupposé, on est des êtres faillibles. Nous sommes des êtres faillibles. Et donc, l'autocorrection est une partie importante, pourrait être, devrait être, d'après moi, une valeur de fond en éducation. Quatrième présupposé, la formation du jugement critique devrait être, et c'est le cas, c'est dit d'ailleurs, un objectif de formation universitaire. Est-ce que c'est toujours? Je ne sais pas, mais c'est dit comme étant ce qui doit être poursuivi. Cinquième présupposé, la pensée réflexive, c'est un dialogue avec soi-même. Et on apprend à penser de manière réflexive en s'engageant avec d'autres dans un dialogue. La communauté de recherche devient alors un cadre pédagogique particulièrement approprié pour y arriver. Voilà un autre présupposé qui est en jeu dans l'OVC. L'étudiant a le droit, et même, je dirais, le devoir de penser par et pour lui-même, qu'il soit à la maternelle ou à l'université. C'est là un présupposé qui est en jeu dans cet outil qui est l'Observatoire virtuel collaboratif. Septième présupposé, l'objectivité, ce n'est pas donné d'avance par quelqu'un qui sait ce que c'est l'objectivité, mais c'est le résultat de l'intersubjectivité. C'est la rencontre de tous ces gens qui pensent ensemble, et cette rencontre-là conduit peu à peu à une certaine objectivité, donc la nécessité d'une co-construction et d'une dimension sociale au savoir. Huitième présupposé, la confrontation délibérative est préférable au débat. Ce n'est pas un lieu de débat ici. Ce n'est pas un lieu où est-ce qu'il y a quelqu'un qui va gagner et d'autres vont perdre. C'est un lieu de recherche.
où on délibère ensemble, comme un jury pourrait le faire, par exemple, au terme d'une présentation par les avocats de ce qui est ensemble, on s'assoit puis on délibère ensemble. Et neuvième présupposé, le dernier, tout cela est possible, pas juste en ligne. Tout cela est possible aussi en classe. Mais si jamais vous aviez envie de le faire en ligne, c'est aussi possible en ligne, on va le dire comme ça, avec l'idée que si vous le faites en ligne, il y a des chances que ça entraîne quelques modifications en classe. Mais vous voyez ici, comme bien d'autres l'ont fait, souvent, c'est ce qu'on fait quand on donne quand on imagine un cours en ligne, on part de ce qu'on fait en classe, puis on le transfère en ligne, en se disant, bon, ben en classe, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on a fait. On est parti de ce qu'on fait en classe, puis on l'a mis en ligne. Mais on n'est pas parti de ce qu'on fait en classe comme étant un lieu où on transmet un savoir. On est parti de ce qu'on fait en classe comme étant un lieu où on pense ensemble, puis on a dit, est-ce qu'il y a moyen de le faire aussi en ligne? Alors, juste pour terminer, ça, vous ne l'avez pas. Voilà ce que ça donne pour de vrai. Alors, vous entrez par une porte d'entrée, une porte d'accueil, n'est-ce pas? Vous avez votre... D'abord, il y avait la barrière de sécurité, puis ensuite, vous arrivez à cette porte d'accueil, qui est une photo de l'école Tourterelle où ont été filmés les enfants dans ce cadre-là. Et puis, voyez-vous, le tuteur est en ce moment, Mathieu, est à Paris. Alors, c'est de Paris qu'il corrige les travaux actuellement parce qu'il devait faire une conférence. Alors, c'est possible avec un cours en ligne d'être à Paris pendant qu'un cours se fait ici. C'est chouette, ça aussi. Alors voilà, vous êtes dans le mot de bienvenue du module 12. Actuellement, c'est ce qui se passe. Vous êtes dans l'accueil ici. Je vous parlais du mot de bienvenue, de la feuille de route, du message du tuteur, bon, etc. Tout est là. Et vous pouvez aller dans l'observatoire. Et puis, vous allez trouver, pour la séquence A28, il faudrait que, c'est vrai, habituellement, je vais essayer de me mettre, c'est marqué fichier introuvable. Pourquoi? Parce que habituellement, je travaille avec un DVD. Alors, je vais aller dans le secrétariat et je vais changer les, voyez-vous, c'est sur DVD. Alors, je vais le mettre sur le serveur, puisque toutes les séquences se trouvent sur le serveur ici à l'université. Mais vous pourriez, si vous n'avez pas haute vitesse, utiliser un DVD dans votre ordinateur et vous n'auriez pas besoin d'avoir accès à toutes les séquences sur le serveur. Alors, je le mets sur le serveur maintenant, puisque je n'ai pas le DVD avec moi en ce moment. Et je retourne à l'observatoire. Et si je veux voir la séquence A28, voilà, elle est là. Et puis, pour nous aider à réfléchir, j'ai quelques questions pour vous. On peut écouter la séquence. On peut l'agrandir, on peut la réduire. On va juste répondre. Et puis, voilà, on peut arrêter ici, je pense. Pas dans le sens où on arrête l'après-midi, loin de là, mais arrêter ici. Et peut-être que ce qui vient d'être évoqué dans les quelques minutes qu'on vient de vivre, ça a été plus long que je croyais, excusez-moi, pourrait nous donner l'occasion de discuter ensemble un peu de certains éléments qui vous ont peut-être apparus problématiques ou qui vous laissent penser qu'il y aurait des éléments que vous aimeriez approfondir.